L'humoriste Jean-Philippe Janssen est un véritable enfant du Nord. Né à Maubeuge, il grandit dans le petit village de Beaufort. En à peine 7 ans, Jean-Philippe Janssen s'est imposé comme l'un des humoristes préférés des Français, en portant haut les couleurs du Nord. Cette région, c'est juste ce que je suis aujourd'hui. Je veux être un digne ambassadeur d'ici. Après près de 20 ans passés comme steward chez Air France, J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. J'étais tellement conne, je suis hôtesse de l'air. il se lance dans une carrière d'humoriste. Moi, j'ai un petit village du Nord, là-haut, là, tu sais, à la frontière belge. Fier de ses origines, Que des têtes de schnorr, regardez. il aime s'amuser des clichés du Nord. Là, on fait des courses au tracteur. Là, on fait des concours à la bière. Là, on enterre les enfants dans le jardin. Dans ce spectacle, je me moque surtout de moi et de ma famille, mais c'est complètement autobiographique. J'ai vite compris que j'étais différent, très sensible, trop. Une tapette, quoi. Hein. Pour la première fois, Jean-Philippe se confie en toute intimité et nous raconte des souvenirs d'enfance. Quand j'arrivais, les profs me mettaient toujours en garde en disant « Le frère d'Evelyne et d'Alexandre Janssen ?» Je dis « Oui. » Et tu te tiens à carreau, hein. Des souvenirs de lycée. Je me souviens de toi aussi, un spectacle ici, Son Lumière, en Louis XIV. La première honte de ma vie. Des souvenirs intimes. J'avais besoin de venir souvent ici, dans toutes les décisions importantes de ma vie. Je suis un peu ésotérique, ouais, quand même. Hein. Des souvenirs parfois plus douloureux. J'ai vu une paire d'huissiers débarquer ici pour récupérer les 3 meubles qu'il y avait. Il se souvient de ces années de galère. Pendant 2 ans, c'était la banque qui m'appelait, c'était mon réveil matin. J'enseigne votre compte est débiteur. Oui, oui, bah on va le rebiter. Hein. Il revient dans les salles de spectacle du Nord où il a joué à ses débuts. Ma mère ne comprenait pas pourquoi. Il y a des gens qui payaient pour venir me voir. Aujourd'hui, Jean-Philippe a pris toute sa place dans la grande famille des humoristes du Nord. Au début, on me parlait de copie de Danny Boone. Aujourd'hui, on dit que j'ai été adoubé par Danny Boone. Donc ça change tout. Hein. Ses proches témoignent avec tendresse et sincérité. La première fois que j'ai rencontré Jean-Philippe, je découvre un phénomène. Ça a commencé dès l'embarquement, un soleil. Jean-Philippe, c'est un très gros coup de cœur. Il a sa place ici, vraiment. Il est généreux, il est sincère, il est attachant. Au succès, Jean-Philippe, c'est le Nord dans toute sa splendeur, quoi. Plus que jamais fier de ses racines, Si j'étais pas du Nord, je n'aurais pas fait la carrière que je fais aujourd'hui. Jean-Philippe reste authentique et fidèle à l'homme qu'il a toujours été. Avec ceci, vous fallait autre chose? Dans l'émotion, Ils sont usés, mes parents, aujourd'hui. Donc si à mon petit niveau, ils peuvent être fiers et puis que je peux les aider, ben voilà, c'est tout. et dans le rire. Retour sur le parcours d'un humoriste attachant qui n'a jamais oublié d'où il venait. Après avoir triomphé dans toute la France, joué dans les salles parisiennes les plus prestigieuses, c'est à la maison que Jean-Philippe a choisi de venir jouer la dernière du spectacle qu'il a révélé au grand public. Jouer ma dernière date de tournée ici à Lille, c'était une évidence, c'est un symbole. J'ai commencé ici, mes premiers spectacles dans les petites salles, finir à Lille, à la maison, avec ma famille, mes proches autour, c'était très symbolique. C'était évident que la dernière, c'était ici que ça se faisait, évident. Dans ce spectacle, je donne tout aux gens, je donne moi en fait surtout. Je me moque surtout de moi et de ma famille, mais c'est complètement autobiographique. C'est mon enfance dans le Nord, jusqu'à mon coming out, jusqu'à mon arrivée dans les avions. En gros, si je devais résumer le thème, c'est le ch'ti n'était pas attendu dans les avions et à Air France. Il est encore moins attendu dans le showbiz. Eh ben, je découvre la salle, et c'est une belle salle, non? Le regard sur la dernière, c'est un regard avant tout ému. J'ai du mal à y croire. Ça fait 6 ans qu'on tourne ensemble. Je crois que je réalise pas trop. Le public du Nord, quand il y a quelque chose qui marche et qui vient de chez eux, ils en sont fiers. Ils le portent et ils le poussent en avant. Et j'ai toujours ressenti ça ici, que j'étais un ambassadeur du Nord et puis de l'humour ch'ti. Je renie jamais mes origines. Au contraire, je les porte haut et fort parce que c'est des vraies valeurs et on n'oublie jamais d'où on vient. Même si on ne sait pas où on va, on n'oublie jamais d'où on vient. Terminé ici, pour moi, c'est le bouquet d'un feu d'artifice à la maison, entouré de toute l'équipe qui l'a accompagné durant des années, ses amis, ses techniciens, tout le monde. C'est une fête, quoi. Ça vous impressionne pas, ça? Moi, ça m'impressionne toujours. Pourtant, j'en ai fait des salles, hein, mais ça m'impressionne toujours. Jean-Philippe, ça évoque quoi? Une personne du Nord. La bonne humeur, voilà, proche de nous. Regarde chez nous. Voilà. C'est vraiment un humoriste en or.
Quand je n'ai pas le moral, je mets sur ma tablette, j'en fais en scène et puis je rigole et puis tout va bien. C'est un ch'ti, ça nous fait rire. Je les vois pas souvent, mes parents. Avec tout ce parcours, j'ai plus d'occasion de trop les voir souvent, comme je voudrais en tout cas. Donc qu'ils viennent me voir, ça me fait toujours plaisir, quoi. On a été à sa première et on n'aurait pas voulu rater la dernière quand même. Loge artiste. Comment ça va? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Enfin, il a quand même suivi un conseil quand il m'a dit qu'il quittait Air France. Je lui ai dit, vas-y, gamin. Ah oui. Elle dit, puisque je te dis, papa il a dit, il est pas bien, il dit, Stewart, tu vas faire ça à la banque. Et ma mère a dit, puisque je te dis qu'il va percer. Voilà. Elle y a cru, hein. Ah oui, jusqu'au bout, je le savais. Je le savais, puis t'as pas encore fini, tu vas voir. Au revoir, messieurs. Bonsoir Lille et Lille me répond. Waouh, quelle ambiance! Pour vous ce soir, la dernière exceptionnellement pour vous. Après, il n'y en a plus, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini, oh, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Mesdames et messieurs, notre ami Jean-Philippe en scène. Ça va, Lille? J'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. Mais j'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air. J'ai toujours rêvé de dire « À vous la tour, ici l'avion, à vous la tour, ici l'avion !» Je dis poulet, poisson, poulet, poisson. On a posé là, j'ai un point de côté. Bon, ça va les gens? J'ai gommé mon accent, je parle bien, je fais « Bonjour, bienvenue à bord !» Et putain, ça revient. Oh. Malgré le succès, Jean-Phi continue à venir régulièrement dans le village où il a grandi, Beaufort. Devenu une figure emblématique de la région, il fait la fierté des habitants, et notamment de la mairesse qui est toujours heureuse de l'accueillir. Et pas vu? Ah, tu vois, t'as pas tout vu. Bonjour. Bonjour, Jean-Philippe. Bienvenue à Beaufort, bienvenue chez toi. On est très content de te retrouver. Ben, je suis content d'y revenir. Ici, t'es à Beaufort, et l'autre, la mairesse, un monument à Beaufort, la mairesse. Alors, comment on s'est connus, hein? Alors, j'ai été enseignante à l'école à Beaufort, en l'année 80-81. Tu étais dans ma classe, en CE1, à l'école du niveau 1, comme on disait à l'époque. Oh, c'était un petit garçon gentil, un petit blondinet. Bon, il n'a pas beaucoup changé. Il a grandi, mais il est toujours blondinet. Et puis, souriant, sympathique, qui ne faisait pas parler de lui. Vous faisiez pas de vagues, rien. Un enfant bien élevé. Alors, elle est bien, mais c'est là que tu vois que ma carrière, elle a démarré il n'y a pas longtemps, mais quand même un petit bout de temps, parce que c'était il y a 8 ans. Donc, j'ai 8 ans de plus. J'ai une barbe maintenant, mais là, je fais le petit genou. Et puis après, il y a le deuxième spectacle qui arrive, donc il y aura l'affiche du deuxième spectacle. On peut faire toute la mairie, hein, comme ça, toutes les fenêtres. On rentre. Je te suis. Mais qu'est-ce qu'ils disent, les gens? Ils sont contents? Bah oui, bien sûr. Avoir une vedette au village. Puis, t'as le plus beau des métiers, tu fais rire. Donc ça, c'est formidable, quoi, moi, je trouve. Ouais. On a tellement besoin de rire. Hein.
Regarde, ça, tu te rappelles, c'était donc la première fois en 2015. Ça, c'était là, à Ferrières, là. Oui, au moment de ce flyer-là, il faut savoir que c'est moi qui paye les flyers, parce que je suis pas produit, j'ai pas de production. Quand on commence, on fait tout soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on loue le théâtre, on loue la salle, on paye les flyers, la communication, ça coûte de l'argent, donc il y a intérêt à ce que les gens viennent pour rentabiliser. Et ça, c'était un des premiers flyers. C'est un copain qui m'avait fait la photo. C'est marrant de voir ça. Et à l'époque, ça me coûtait beaucoup de sous et j'étais en déficit à la banque. Donc je sais que même ces flyers-là, on les donnait au compte-gouttes, hein, pour être sûr. Mais ouais, ça. Et puis ça, là on sent qu'il y a déjà une assise sociale qui est un peu plus... là, il y a du moyen. Hein. Là, c'est un graphiste qui l'avait fait et là, on écrivait les grosses têtes RTL. Oui. Parce que ça a commencé. Alors, je vais te montrer aussi. C'est d'époque, hein. Ça ressemble à une photo de classe, ça, non? Ma sœur Noël là, ici. Et moi, je suis là. Là. Oui. Ah là là. C'est fou. Ce petit garçon. Comme à chaque fois que Jean-Phi revient dans sa région natale, les habitants qu'il croise lui témoignent leur attachement. Ouais. Merci. Merci à vous. Après quelques photos et autographes, Jean-Phi redécouvre sa toute première école. Je reviens sur les lieux de mon enfance, chérie. Il y avait une classe ici, je pense que c'était celle de Madame Stanus, et la classe de CE1 de l'autre côté. Et on est dans la première école que j'ai fréquentée. Mais c'est bizarre parce que je vois que c'est plus ou moins c'est resté figé. Ici, autrefois, c'était l'école des filles, comme on disait, parce que c'était à l'époque. Ah, mais c'est pour ça que je suis devenu homosexuel. On m'a mis dans l'école des filles au départ, ben voilà. Cherche pas, j'ai trouvé. Mon frère et ma sœur, qui étaient plus âgés, étaient passés dans toutes ces écoles où je suis allé après. Mais ils avaient laissé des mauvaises impressions, des mauvaises traces, parce qu'eux étaient turbulents. Donc quand j'arrivais, les profs me mettaient toujours en garde en disant le frère d'Evelyne et d'Alexandre Janssen. Je dis oui. Et tu te tiens à carreau, hein. Voilà. Donc j'avais plus ou moins des avertissements. J'étais le dernier hein, d'une famille de 4. Donc moi, j'étais un peu chouchouté par maman, donc j'étais sage. Je savais que si j'étais sage, j'aurais des cadeaux, donc j'étais sage. Je me souviens d'être assez uni avec mes frères et sœurs. J'avais 8 ans d'écart avec mon frère aîné et 7 ans avec ma sœur et 2 ans avec mon autre sœur. Mais ce qui fait que dans ma famille, il y avait les 2 grands et les 2 petits. Les 2 petits, c'était souvent avec maman d'ailleurs, et les 2 grands, souvent avec papa. Mais le week-end, on se retrouvait tous ensemble et Alexandre et Evelyne s'occupaient de nous. Hein. On était une famille unie parce que mes parents recueillaient à peu près tout le monde. Donc j'ai toujours une maison où on était au moins 10 à table tout le temps. Et la table, c'était important parce que c'était le moment où on parlait. C'était pas une table silencieuse, nous. On parlait, on racontait les problèmes, on échangeait. Et donc ça, ouais, il y a toujours eu du monde à la maison. Je crois que j'ai gardé ça de mes parents, c'est d'héberger les gens, d'aider. J'ai dépanné plein de copains à Paris qui étaient dans la merde, ouais, sans rien leur demander, hein. Ni financièrement, ni sexuellement. Ma mère dit toujours ça. Un chat avec un chapeau, elle laisse pas dehors. Alors moi, mes parents, t'as ma mère, ma taille, 130 kilos, qui part du principe que comme elle est grosse, ça ne sert à rien qu'elle mette une petite bague ou une petite boucle d'oreille. Alors elle te claque des cailloux ainsi, elle te met des moules à tarte comme ça. En gros, c'est comme si qu'elle ferait du tuning, mais pas sur la voiture, hein, sur elle. Et puis t'as mon père. Alors mon père, lui c'est le gros rustre du Nord. Lui, il parle pas beaucoup et quand il parle, on comprend pas ce qu'il dit. Ouais, je suis allé au magasin de vin, il me dit, qu'est-ce que tu veux, gamin? Il dit, oui, je veux du vin. Il dit que le train n'aura rien à vendre, ma. Résultat, rien de vin. On a vécu plus de malheur que de bonheur dans cette famille. Parce que déjà, ça a commencé avec mes grands-parents. Ils sont pas partis dans de bonnes conditions. Tu vois, c'était compliqué pour nous, enfants, de voir ça aussi. Après, il y a eu les problèmes financiers. Après, mon frère est mort. Donc, paf, paf, on a enchaîné, en fait. Ils sont usés, mes parents, aujourd'hui. Ils sont pas en pleine forme. Donc, si à mon petit niveau, ils peuvent être fiers et puis que je peux les aider, ben voilà, c'est tout. À la mort de son frère, Jean-Phi va beaucoup s'occuper de ses neveux et nièces. Touché par la cause des orphelins, c'est avec cœur qu'il s'engage comme parrain de l'association des Pompiers du Nord.
Mais les pompiers. Bonjour les gens. Comment que ça va? Oh là là, j'en demandais pas tant. Souriez. Voilà. Mon père était pompier volontaire et mon frère l'a fait aussi dans sa vie. Et donc spontanément, quand ils m'ont demandé d'être parrain des orphelins des pompiers, c'était évident pour moi qu'il fallait que je dise oui, parce que mon frère est décédé, donc je sais ce que c'est les orphelins, je sais ce que c'est d'être là présent. Donc ça avait un sens pour moi. ODP, c'est vraiment un accompagnement des familles de la mère et de l'enfant, et ça demande beaucoup de moyens et d'argent, parce qu'ils n'ont rien demandé, ces gamins, donc il faut vraiment les aider. Je vais devant, voilà, et là, ça va comme ça. Il y a vraiment quelque chose ils ont dans le sang parce que ils ont vécu une situation difficile, ils ont perdu papa dans l'exercice de ses fonctions, bien souvent, mais ils ont besoin de ça, de faire un pèlerinage, de marcher sur les pas, de comprendre. Et donc souvent ils ont la même vocation et les mêmes tripes. Donc moi j'admire ça, c'est quelque chose qui me parle. Plus après les pompiers, bien sûr. Hein. Franchement, merci pour tout ce que tu fais. Faire connaître l'ODP comme ça à travers la France. Ouais. Un grand merci. Bah non, mais merci à toi. Comme ton papa te dévoue aux autres, je trouve ça formidable. Voilà, elle doit être fière, ta maman. Hein? Oh oui. On me demande tous les jours de représenter des causes. Franchement, pour les animaux maltraités. À un moment, tu choisis celle qui te touche le plus. Puis si on veut être efficace, il faut n'en défendre qu'une et avoir le temps de le faire. Donc je suis content, si ça aide des gamins comme toi, sois fier de ce que tu fais, c'est bien. Merci. Bonjour, vous avez connu mon père? C'est quoi votre nom? Bétini. J'y dirais ce soir. Comme il a été pompier juste en quelle année, tu sais pas? Oh, me demande pas. Moi j'étais gamin, hein, donc en quelle année, je sais pas. Moi je me souviens, c'était sur la place de Beaufort, il y avait un petit garage où il y avait les camions. Ouais. Et je l'accompagnais de temps en temps. Enfin, j'allais pas en intervention, mais je l'accompagnais jusqu'à la caserne. Quand il se changeait, c'est bizarre, c'est drôle. Ce village de Beaufort, où enfant il accompagne son père à la caserne, Jean-Phi et sa famille sont contraints de le quitter en raison de lourdes difficultés financières. Alors même que Jean-Phi entre à peine dans l'adolescence, il doit abandonner sa maison d'enfance. Et c'est dans la précipitation que ses parents vont louer une nouvelle maison à quelques kilomètres dans le village voisin d'Aubrechy. Cette maison derrière moi, c'est pas la maison de mon enfance où je suis né, c'est la maison de mon adolescence parce que mes parents ont dû déménager et ont dû vendre leur maison parce qu'ils s'étaient portés caution pour une entreprise que mon frère a fondée et il avait fait faillite. Et donc on est arrivé un peu en catastrophe ici. J'ai vu une paire d'huissiers débarquer ici pour récupérer les 3 meubles qu'il y avait. J'ai vu ma mère se mettre en colère ici, jeter les meubles sur la pelouse et mettre le feu. Donc j'ai vécu des moments forts, moi, ici. Avec du recul, ça me fait sourire, mais sur le moment, non. C'est con, hein, mais moi, je disais que ma famille, on était déchus, en fait. Et mes parents, c'était des Français moyens qui gagnaient bien leur vie, ils bossaient, hein. Et du jour au lendemain, on se retrouvait sans rien. Ni voiture, ni maison de vacances. Je sais pas, ils avaient une Mercedes 190 qu'ils me conduisaient à l'école, que moi j'ouvrais les carreaux pour montrer aux gens que ça s'ouvrait tout seul. Et puis qu'après, on avait une 405 break, je me faisais déposer avant l'école maintenant. Et puis mine de rien, cette maison, au fur et à mesure, c'est devenu un refuge. On y était bien parce que je la trouvais belle et qu'au fur et à mesure, on a pu réaménager la maison, retapisser, refaire de la peinture. Et après, on a vécu enfin des moments heureux ici. Au-dessus du garage, il y a une salle que mon père avait aménagée pour que je fasse mes soirées dansantes. Donc il y avait des boules à facettes, tout comme une vraie discothèque. Hein. On a fait des danses, oui, les danses du tapis, tout ça. Voilà. Parce que je pense qu'il voulait que je trouve une petite copine. Hein. Il voyait les années passées, mais non, mais on s'est bien amusé. Puis non, elle est belle cette maison. J'ai toujours vu ma mère, pour qu'ils gagnent leur vie, faire des centaines de kilomètres. Ma mère, la route, c'était son métier. Hein. Elle partait le matin, elle rentrait le soir, elle faisait 200 kilomètres dans la journée. Pour le magasin Singer à Lille, à Roubaix, enfin bref, elle tournait un peu partout. Et mon père, il travaillait aux glaces de Boussois, lui, il faisait les nuits.
pas pour amener de l'argent pour la famille, hein, en fait, hein, parce qu'on était quatre. Donc ils ont toujours été courageux, mes parents. Le travail, ils ont jamais rechigné. Et c'est quelque chose que j'admire chez eux, c'est le courage et la détermination. Ah, ils m'ont appris ça, ouais. Alors moi, mais tout ça, si tu veux, j'ai vite compris que j'étais différent. Très sensible. Trop. Une tapette, quoi, hein. Et que si je voulais m'en sortir, il fallait vite que je me sois pas finir en palais au bout d'une fourche. Je pense que si j'avais pas été gay, je serais pas parti d'ici. Parce qu'à un moment, il fallait que je vive ma vie, il fallait que je parte. Ça passait par l'exode. Alors, ils ont eu de la chance, mes parents, figure-toi, parce qu'ils ont eu 4 beaux enfants, un vrai échantillon, hein, quand même. Hein. Et sur les 4, ils ont eu deux homosexuels. Ça fait un gros ratio, quand même, dans la même famille. 2 maris toutoules. Il y a moi et puis il y a ma sœur. En fait, il y a une inversion, si tu veux. Elle, c'est moi, et moi, c'est elle. Pour info, aujourd'hui, elle est chauffeur routier, moi, je suis hôtesse de l'air. Hein. On aurait pu penser que le fait que ma sœur soit lesbienne et qu'elle l'annonce quelques années avant moi, parce qu'on a 7 ans d'écart, m'aurait facilité la vie, mais ça l'a compliqué, en fait. Quand moi, je l'ai eu dit, j'ai senti qu'il y avait un deuxième. Donc, forcément, ils se reprochaient quelque chose, mes parents. Ils disaient qu'ils avaient fait quelque chose de mal dans l'éducation. Alors que non, hein, je me suis pas levé un matin en disant « je vais être gay ». Non. Si j'avais pu, j'aurais été hétéro comme tout le monde, ça m'aurait facilité la vie et j'aurais été normal. Mais à l'époque, je me considérais pas normal. C'était quand même un moment particulier de pas pouvoir faire son coming out, pas pouvoir le dire, parce que je vous parle d'une époque où ça se dit pas aussi facilement qu'aujourd'hui, encore moins dans les campagnes. Hein. Donc moi, tout le challenge était de faire croire à mon père que c'était une carapace, c'était même surjoué comme ça, parce que fallait pas qu'il voie. J'ai des copines qui ont joué les petites copines pour que mon père il ait une image. Et en fait, c'est ma mère qui l'a senti. Vous savez bien, maman, elle sent ces choses-là. Un jour, elle est rentrée dans ma chambre et elle m'a posé directement la question. Enfin, directement. Elle n'osait pas dire le mot. Elle avait fait « Bon, gamin! Maintenant, il faut que je sais. » Oui, à mon besoin, je ne fais pas les subjonctifs. Ça ne sert à rien. « Bon, gamin, maintenant, il faut que je sais. Est-ce que t'es... comme ça? » Mais comme quoi? Bah, tu sais bien, comme ça, là. Bah non, maman, mais comme ça, là. Maman, mais comme ça, là. Une Marie Toutoule. Ah, homo? Oui. Ça recommence. Dis rien à ton père, il va pas supporter. Moi, mon père, j'étais persuadé qu'il sortirait une carabine et qu'il me foutrait dehors. J'étais persuadé de ça. Alors, il n'a pas eu une réaction de joie non plus, hein, mais il m'a dit c'est bon, tu me l'as dit, on n'en parle plus. Et puis après, j'ai perdu un frère, ce qui fait que ça fait, pour des parents, ça fait relativiser beaucoup de choses après. Donc, homo, à côté de ça, c'est pas grave. Hein. Bah, c'est maman, que je fasse des tartes avec toi, pendant qu'Evelyne, elle faisait du béton avec papa. Peut-être une piste! Ce qui m'a étonné au début, quand j'ai commencé mon one-man show, c'est... moi, je voulais faire rire les gens, hein, mais je me suis aperçu que, pour certains, j'étais une thérapie ou un exemple. Et je recevais des lettres de gamins qui me disaient mes parents vous adorent aux grosses têtes, donc grâce à vous, j'ai trouvé la force de dire que j'étais gay. Des fois, je vois des gens qui viennent me voir en spectacle et qui viennent me voir à la fin et puis disent pour un PD, t'es cool. Cette phrase est complètement homophobe, mais moi, je me suis toujours dit, non, c'est bien, ça prouve que j'ai réussi à changer l'image qu'ils avaient du gay. Parce que le gay, c'est aussi moi. Voilà. C'est pas forcément une plume dans le cul sur un char. Voilà, c'est ça. Et on peut vivre ses sexualités, normalement, sans être hyper démonstratif et en vivant juste des sentiments. C'est une histoire d'amour. Hein. Alors, si vous aussi vous en croisez une, soyez cool avec les Marie Toutoule. Pendant toutes ces années où ses parents travaillent sans relâche, Jean-Phi vit à Aubrechy le week-end. La semaine, il étudie à Avesnes-sur-Helpe, en internat, dans un collège et lycée privé. Il se crée une véritable bande de copains, dont son meilleur ami de l'époque, Loïc. Ils se retrouvent devant leur collège après plus de 25 ans. Oh, oh. J'y crois pas. T'as gardé tes cheveux, toi? Ça va? Je suis content de te voir. Ça fait 52 ans que c'est pas vu. Comment tu vas? Et toi, la forme? Bah écoute, impeccable. Oh là, ça m'en fait des souvenirs. Ah, tu m'étonnes. T'as la même gueule. Bah ouais. À part les cheveux, j'ai des loupeux. Pareil.
Sans déconner, pareil. Ah, c'est dingue. Le même regard et la même posture. Ah bon? Ah ouais, si. Hein. Si, Ouais. la même dégaine. C'est normal, j'ai le 13e mois sur la gueule en injection. Heureusement que je suis jeune. Bah, la première fois que je t'ai vu à la télé, t'imagines un peu le truc? C'est l'impossible. Et puis bah ouais, quand tu racontes tes histoires avec ta mère, tout ça, mais moi je pense à ta mère, enfin Ah ouais, je me souviens, bah oui. on rigole à mort, t'es content, puis en même temps t'es fier, tu vois, tu dis ce gars-là. Je le connais, moi j'ai été au lycée avec lui. Tu te la pètes, hein. On s'appelait tous les soirs pendant 1 heure. Hein, Et nos parents ils disaient ouais mais la facture, vous vous rendez pas compte, Et vous qu'est-ce êtes que vous quitté. et qu'est-ce que vous avez à vous raconter? J'ai demandé une facture détaillée maintenant. Oui, Oh, bah, ça ouais, va. si on avait ça. Ouais, c'est pas la peine, Et c'est toujours le souligné. même numéro. Regarde, qui passait. c'était Loïc. Ah si, c'est ça. Après, moi, je me souvenais, c'était les premières booms. Oui, Quand on a fait les booms dans ta véranda chez tes parents. La véranda chez mes parents. Je me souviens de toi aussi, un spectacle ici, Son Lumière, en Louis XIV. Ça te dit quelque chose? Oh, attends, la première honte de ma vie. On avait fait un son lumière ici. Et donc, c'était une reproduction du château de Versailles, c'est ça? Oui, j'avais le rôle principal, là. J'étais Louis XIV. Louis XIV. Des petites godasses à talons, tu sais, déjà comme ça, avec un habit fait par maman, hein, ma mère. Et un chapeau avec des plumes. Un chapeau avec des plumes. Mais au moment où on dit « Mesdames et messieurs, le roi », donc c'est moi que j'arrive, tout fier avec mon premier rôle, là, et ils allument les trucs, c'est comme des feux d'artifice, des feux de Bengale, là. Et le chapeau, il se met à cramer devant tout le monde. Alors que moi, je continue à marcher en Louis XIV avec le chapeau. Et lui, il captait pas que ça cramait. Et ils m'ont jeté un seau d'eau à la gueule, presque. Ah, il a été réussi, le spectacle. À la fin de ses études, Jean-Phi quitte son nord natal pour entrer comme steward chez Air France. Il va y faire carrière pendant près de 20 ans. Au fil des vols et des escales, il emmagasine des dizaines d'anecdotes. Avec déjà un sens inné de la comédie, il les raconte avec talent. Les passagers et ses collègues deviennent son premier public. La première fois que j'ai rencontré Jean-Phi, c'était sur le dernier vol d'un chef de cabine. Nous partions pour 6 jours à Kuala Lumpur. Et là, je découvre un phénomène. Ça a commencé dès le départ, hein, dès l'embarquement, un soleil. Alors face à mon insolente beauté, à mon harmonie taille-poids exceptionnelle, eh ben oui, c'est l'avion que j'ai choisi, devenir steward. Enfin, steward, hôtesse de l'air à couilles. J'avais la réputation d'amuser beaucoup les équipages. Et en escale, on est tout de suite 3 ou 4 équipages. Ça fait tout de suite 100 personnes. Et dans les salles, dans les crew lunch, dans nos salons, c'était souvent moi qui étais leader, qui prenait la parole. Et je captais l'attention. Je savais que j'avais cette capacité à capter l'attention. Moi, j'ai mon mari qui est dans le milieu du spectacle, mais dans la danse, au milieu de la danse. Et j'ai dit à mon mari en rentrant, écoute, j'ai rencontré un gars. À mon avis, il y a un truc à faire. C'est pas possible, ce gars, il a un truc. Et il doit monter sur scène, il doit faire quelque chose. Et effectivement, j'ai eu cette rencontre dans un restaurant, je crois. On s'est présenté dans un restaurant. Et je crois que j'ai jamais autant ri de ma vie. Voilà. Et lui a décidé de me mettre en scène, il m'a proposé son aide. Parce que moi, j'étais très gauche, j'avais le verbe, j'avais la parole, j'avais pas forcément l'occupation de l'espace, parce qu'il y a quand même des codes que je n'avais pas. Hein. Il m'a tout montré, il m'a fait prendre conscience de mon corps, des déplacements. Parce que moi, sorti d'un uniforme en steward, je marchais dans une allée d'avion qui était droite, il n'y avait pas beaucoup de déplacements. Moi, ce qui m'intéressait, au-delà même de son humour, c'est sa personnalité. Parce que même s'il est marrant, mais il a une personnalité très touchante. D'ailleurs, au début, c'est ce que je disais, et après, c'est le public qui l'a dit. Alors, Régis, c'est plus qu'un metteur en scène, c'est un ami. Ça a été un réel soutien parce qu'il était là toutes les semaines, et j'avais pas d'argent. Et il m'a jamais rien demandé. Et il l'a fait juste par bonté d'âme, et puis parce que j'étais l'ami de sa femme, ça vaut de l'or. Hein. Là, tu reviens comme un mannequin. Clac, tu prends ta casquette. Chac, tu la mets là. Tu vois, c'est vraiment bim, pam, poum, clac. Et là, tu reviens au milieu. Tac. Et consigne de sécurité. Tac, tac. Et là, tu prends ton. Quand le spectacle a évolué, qu'il a fallu professionnaliser, alors bien sûr, Régis n'était pas aussi disponible parce qu'il travaillait. Il fallait que je prenne quelqu'un. Donc il y a eu Flore qui est arrivée après. Écoute mes bains, les filles. Écoute mes balles, mais il dirait pas bain, mon père. Ah ouais? C'est pas. Écoute mes les filles. Écoute mes les filles. Tu me ramènes côté que tu veux à la maison, mais nan noir, nan arabe. Sinon, allez. Je me souviens très bien de ma première rencontre avec Jean-Phi. Et je découvre un spectacle improbable, en même temps qui a complètement attisé ma curiosité parce qu'il racontait des anecdotes géniales. Et en même temps, c'est comme un Airbus qui passe au-dessus de la tête. C'était 1 heure de spectacle qui défilait à toute allure, on comprenait un mot sur 2. Donc, en même temps, j'ai vu le potentiel de l'artiste et il m'a fait rire aux larmes.
Et en même temps, je m'étais dit sur le coup, mais on me demanderait de le mettre en scène, je ne saurais absolument pas quoi faire. Et 2 mois après, il m'a appelé et il m'a demandé de le mettre en scène. Le soleil, le ciel bleu. Wow, j'ai toujours rêvé d'être pilote, moi. Ouais, ok. Mais j'étais tellement conne, je suis une hôtesse de l'air, toi, c'est... Ok, c'est exactement ça l'idée. Maintenant, il faut juste que tu l'as entendu le dong, Jean-Philippe? Oui. Donc là, t'as pas ton micro, mais en effet, c'est le soleil, le ciel bleu, laisse-le un tout petit peu respirer, dong, prends bien en considération le dong. La première chose à faire, c'était de rendre son propos accessible, audible. Ça donnait tellement envie, il racontait vraiment des choses exceptionnelles, donc bien sûr, ça m'a tout de suite donné envie. Et ce qui m'a attiré le plus, c'est ce que vous avez dû découvrir chez lui, comme tout le monde a dû découvrir chez lui, c'est l'autodérision, la sincérité de ses propos, le fait que Jean-Phi, il se cache pas, il raconte tout, et son spectacle c'était d'une truculence de milliers d'anecdotes archi personnelles. Et Flore, elle m'a appris la confiance en moi, la confiance en ce que je disais, l'articulation, parce qu'on ne parle pas de la même façon dans une petite salle que dans une grande salle. Mais finalement, Flore et Régis, d'ailleurs, s'entendent très bien et sont très complémentaires par rapport au travail qu'ils ont fourni sur moi, avec une vraie vision amicale. Donc, ouais, je ne pouvais pas mieux rêver comme première équipe. Sans expérience, Jean-Phi va jouer pendant de longs mois ses premiers sketchs dans des petites salles, des scènes ouvertes et des tremplins d'humoristes. Un véritable apprentissage de la scène pour ce tout jeune artiste de 40 ans. Ici, on se trouve devant le Spotlight à Lille. C'est une petite salle qui met en avant les jeunes talents, les jeunes humoristes qui se produisent ici souvent pour la première fois. Hein. Le but du Spotlight, c'était la découverte. En plus, un gars de la région, on n'a pas hésité à le faire passer ici au Spotlight. Il y a plein de bons souvenirs ici et puis c'est dans un quartier que j'aime bien parce que quand j'étais étudiant, je vivais dans ce quartier. Donc ça a une vraie signification pour moi. À côté, il y a le théâtre Sébastopol où j'ai joué après. Donc ici, j'ai fait toutes les salles, toutes les tailles. Donc il y a le Spotlight, le Sébastopol, le Zénith, le Barrière. J'ai quadrillé la ville, je crois. Mais ici, non, c'est le cœur ici. Ouais. Il était encore steward à l'époque. Et il jonglait vraiment avec les deux métiers. C'était pas simple. Il parlait quand même de sa vie, de lui. Il s'est quand même dévoilé un petit peu sur scène. Et dans le public, il a vraiment bien accueilli, je trouve. Partir d'Air France après 20 ans de carrière et se retrouver à être sur scène et démarrer une nouvelle carrière, c'est pas évident. C'est un gros risque à prendre. Moi, je lui tire mon chapeau parce que c'est pas facile à faire. Voilà le Spotlight. Donc tu vois, c'est une très belle salle. Une très belle salle avec... beaucoup de possibilités de place quand t'es... Ça fait pas beaucoup pour un artiste confirmé, mais pour un jeune artiste qui débute, je peux dire qu'il faut la remplir, la salle, ici. C'est beaucoup de monde. Et là, je vois que mon affiche, elle trône en plein milieu, là. Voilà, donc j'ai fait mes premières armes ici. Moi, j'étais très étonné de voir des gens payer pour venir me voir. À chaque fois, je m'émerveillais de ça, même s'il n'y avait pas assez de gens, même si je n'ai pas connu. Mais ma mère non plus comprenait pas pourquoi il y a des gens qui payaient pour venir me voir. Elle remerciait les gens, elle trouvait tellement ça étonnant qu'elle disait « merci pour lui, c'est gentil, mais il fallait pas. » Voilà. Mais donc, ouais, ma mère, il y a eu beaucoup d'émotions avec ma mère ici. Ouais. Moi, je viens du nord de l'Afrique, lui du nord de la France. Il y a des similitudes avec nos mamans. Ce qu'il vit avec sa maman, je le vis avec ma maman aussi. Et c'est ça qui m'a touchée, en fait, chez lui. Alors, comme elle était si fière, ma mère, mais qu'au final, elle savait pas de quoi, un jour, j'ai décidé de l'emmener en vol avec moi. Et j'écoute, maman, je t'emmène à Buenos Aires. Oh, elle fait 20 jours, c'est moi, hein. C'est pas où c'est, hein. Tout ce qu'elle m'a dit, elle dit, c'est là que c'est le tango, puis la viande. Oui, parce que ma mère, si elle est grosse, c'est pas parce qu'elle est malade, hein. C'est parce qu'elle bouffe. Et on a essuyé, comme tout jeune artiste, des moments difficiles, des moments très joyeux, des moments où il y avait 10 personnes dans la salle, des moments où, avec son fichier Air France, on avait du monde, mais c'était très en accordéon. C'est comme ça, c'est le métier. 2 ans de galère, c'est pas énorme par rapport à la moyenne, mais quand on le vit, c'est beaucoup de temps. Moi, pendant 2 ans, c'était la banque qui m'appelait, c'était mon réveil le matin. Monsieur Janssen, votre compte est débiteur. Oui, bah, on va le rebiter. Hein. Je payais pas mon loyer. J'ai eu 2 années compliquées avant que ça marche.
il est parti de rien. C'est un gars qui a commencé, il avait la quarantaine. Il débarque, il commence dans une toute petite salle où il y a 4-5 personnes. Et de fil en aiguille, bouche à oreille, et puis ça monte, ça monte. Comme je lui disais, au départ, tu remplissais des petits coucous. Puis après, on est passé au 3,20 et c'est monté au 3,80. Donc, pour rester dans le milieu aéronautique. On a commencé avec des toutes petites salles de 100-300 places dans le nord, où on ne savait pas où on allait, mais on y allait. Et au fur et à mesure, au final, la billetterie a commencé à bien augmenter, les gens achetaient des billets, etc. C'était très drôle parce que ça a explosé du jour au lendemain. Moi, je me souviens, j'étais au Spotlight, je jouais mon spectacle au Spotlight de Lille. Et je me souviens qu'à 18h, il arrive. Bonjour, je m'appelle Jean-Philippe Janssen, bienvenue sur RTL, machin. Et à 18h30, il sort du studio et paf, c'est une star. En 2 émissions, ma vie avait changé. On passait d'une petite salle de 60 personnes à Paris au grand point virgule, 400 places 6 fois par semaine. Et c'était complet. Jean-Philippe, quand il est arrivé aux grosses têtes, ça a été un tsunami. Ce mec, personne ne le connaissait. 15 jours après, c'était la grosse tête préférée des Français. Moi, j'ai été séduit tout de suite. Je suis tombé amoureux de ce mec, de sa gentillesse, de son côté un peu impressionné de débarquer dans le showbiz. Mais en même temps, il avait 45 balais, donc il était fini, le mec. Il n'était pas en construction. Donc c'est la raison pour laquelle il était très très drôle tout de suite, parce qu'il avait... fait ses vannes depuis 20 ou 30 ans dans son boulot, ancien boulot et nouveau boulot. Donc voilà, Jean-Philippe, c'est un très gros coup de cœur. Jean-Philippe, est-ce que tu veux te marier avec moi? Est-ce que tu veux m'épouser? Je dis oui. J'arrive dans ce milieu après 40 ans. C'est-à-dire que j'ai une vie classique avant. J'aurais peut-être perdu un peu plus la tête si ça m'était arrivé à 20 ans. Mais là, j'arrive à 40 ans, donc avec mes références d'avant, il faut me faire une nouvelle référence parce que c'est un milieu quand même, il faut quand même des codes que j'avais pas forcément non plus. Hein. Mais j'ai toujours ce moment où j'ai ce recul et je me dis, tu te rends compte quand même que tu viens d'embrasser Ariel Dombal, tu te rends compte quand même que tu viens de parler à Olivier de Kersauzon. C'est tout ça. J'ai conscience de la chance que j'ai, même si c'est mon travail, mais j'ai conscience que je fais rêver beaucoup de gens et que moi, je touche du doigt mon rêve tous les jours. Ça a été un raz-de-marée. C'est-à-dire que dès que la notoriété est arrivée, dans le Nord, mais alors on a été submergé d'appels, alors que c'était encore des petites salles. C'était fou, les gens voulaient tous le voir, et on a bien senti là la naissance d'un phénomène. Peu à peu, les salles s'agrandissent. Jean-Philippe joue au Splendide de Lille. Une étape de plus dans son ascension vers le succès. Que des têtes de schnorr, regarde. Bah, je vais me préparer, bisous les gens. À tout à l'heure. Allez. Merci pour l'accueil. Au succès. Ouais. On change de capacité. Je joue plus dans une salle de 50 et de 100, je joue dans une salle de 600. Avec des gens qui ont une ferveur que je n'ai pas connue avant ici. Là, il y a un réel engouement, enfin, ça me fait plaisir, je suis à la maison. C'est une grosse signification pour moi, c'est la fierté pour mes parents en plus. Ça leur parle plus que je sois reconnu dans le Nord que je sois reconnu à Montpellier ou à Marseille. Moi, ça me parle partout, mais je suis content d'avoir la validation des miens. C'est ces gens-là qui me portent. Attention vos ceintures, c'est parti qu'on va tout décoller. Et maintenant en English, ladies and gentlemen. I believe I can fly. Voilà. Encore, c'est bon. Photos. Je suis pas la reine d'Angleterre, arrêtez là. Je descends, je change de culotte et j'arrive. Merci beaucoup. Merci. On fait une photo, tiens. Ça a été, ça vous a plu déjà? Très bien. Continue comme ça. On lâche rien. Ah non, Jean-Philippe, c'est
devenu un phénomène de société dans la région. Je pense qu'il y a un lien particulier avec les téléspectateurs. Je pense que les gens l'aiment beaucoup. Il a sa place ici, vraiment, parce qu'il représente aussi beaucoup la région. Il est comme les gens du Nord, il est généreux, il est sincère, il est attachant. On a envie de l'aimer, en fait. Le seul qui m'a laissé faire sa première partie, c'est Eric Antoine, au Zénith de Lille. Et il m'a appelé un jour parce qu'on lui avait parlé de moi, il avait vu des vidéos, et il m'a dit je joue à Lille, je te laisse 10 minutes la scène du Zénith. Tu te rends compte? Je faisais que des petites salles, moi. Hein. Et quand j'ai commencé à me lancer sur cette scène du Zénith à Lille, qui est impressionnante, et ben Eric Antoine avait tellement peur pour moi qu'il est resté dans les coulisses au lieu de se préparer. Il est resté dans les coulisses parce qu'il avait peur que ça passe pas. Et en fait, au bout de 3 minutes, j'ai chopé les gens. Mais il y a toujours ce... Tant que tu n'as pas les premiers rires, t'es pas bien, tu vacilles. Et une fois que tu as les premiers rires, c'est un moteur et hop, c'est parti. Et ça a été un succès, un gros succès. Merci le Zénith de Lille. Merci la maison. Merci Eric Antoine. Tu vas vous en passer? Bah, j'espère bien. C'est un marathon, genre. Bah oui, merci beaucoup. Comme elle dit ma mère, je fais des orthographes aux gens. Si on m'avait dit ça un jour. Ça a monté des marches en même temps rapides et en même temps lentes parce que dans le labeur, elle a été profondément émouvante pour toute l'équipe. Il a réussi à s'imposer comme la tête d'affiche et l'artiste des Hauts-de-France. Il n'y avait pas beaucoup d'artistes du Nord dans la nouvelle génération. Et Jean-Philippe est arrivé avec son côté très nature, l'accent très prononcé aussi. Et je pense effectivement qu'il est un exemple aujourd'hui, puisque maintenant il y a un beau vivier d'humoristes à Lille. Ce petit côté, t'es de ma coin, t'es de chez mi, t'es un biloute comme mi. Je pense vraiment qu'il y a une espèce de fratrie qui s'est faite dans le Nord et c'est beau, faut pas l'enlever, au contraire, moi j'en suis très fier en fait. Il y a cette générosité, il y a ce lien avec le Nord, avec la terre du Nord, avec aussi peut-être toutes les souffrances qu'il y a pu y avoir, parce que on est dans des régions quand même de travail, de labeur. Je sais pas si je me sens dans la lignée des humoristes du Nord, parce que j'ai eu du mal, ça a été un de mes problèmes au début, c'est de me trouver légitime. J'avais l'impression que ça allait trop vite et je me disais ça va trop vite, je le mérite pas, ou j'ai syndrome de l'imposteur. Moi j'y vois vraiment un cousinage, alors c'est évident, avec Danny Boone, mais je veux dire, Danny Boone, parmi tous les humoristes, ils ont ce petit truc en plus qui est une espèce de chaleur humaine. J'aimerais savoir si tout comme moi, vous faites partie des traumatisés du kawaii. Je ne connais pas l'inventeur du kawaii, mais ce que je sais, c'est qu'il n'avait pas de cou. L'inventeur du kawaii, il n'avait pas de cou. Il avait la tête et direct les épaules. Il était comme ça. Parce que quand tu tournes la tête en kawaii, la tête elle tourne, mais pas la capuche. T'es là, t'as mis ton kawaii, t'as mis ta capuche, il pleut, t'as mis ta capuche. D'un seul coup, on t'appelle à gauche. Hé, Danny! Ouais, quoi? Au début, on me parlait de copie de Danny Boone. On disait que j'imitais Danny Boone. Aujourd'hui, on dit que j'ai été adoubé par Danny Boone. Voilà, on dit que je suis le dauphin. Ouais. Donc ça change tout. Hein. Danny Boone, je l'ai rencontré aux Grosses Têtes. Et je remercie Laurent, parce que Laurent Ruquier l'a fait exprès de me mettre en face de Danny Boone, parce qu'il savait que ça donnerait un cocktail sûrement détonnant, de ch'tis ensemble. On se serait cru en terrain inconnu, on comprenait pas ce qu'on disait. Donc il m'a présenté Danny Boone, qui m'a regardé, mais comme si j'étais un ovni. Et en sortant, il m'a dit, on a commencé à tourner La Ch'ti de Famille. Il me dit, tout est fait, tous les rôles sont bouclés, il n'y a plus rien. Mais il me dit, ça serait bête de me priver d'un Jean-Philippe Janssen maintenant. Donc il dit, je vais écrire une scène, tu viens faire des essais. Si tu réussis la scène, si on trouve qu'on garde la scène, et voilà. Et sinon, c'est pas grave, ce sera pour personne d'autre. Mais voilà, c'est juste, il a rajouté ces 4 minutes pour moi dans le film. Donc c'est quand même très flatteur. Donc ouais, aujourd'hui, je fais partie de la lignée, oui. Et j'aide notamment Giovanni, que je soutiens beaucoup, qui est un humoriste junior. Pour moi, c'est le prochain Jim Carrey au cinéma. Je suis sûr que c'est comme ça que ça va se terminer. Ça sera une grande figure du cinéma français. Je me présente. Je m'appelle Giovanni. Je suis artiste, musicien, cascadeur, chanteur, moqueur, allergique aux fleurs. Il est quelle heure? Bref. Humoriste à tendance visuelle.
J'ai la chance, grâce à lui, de pouvoir me montrer avant son spectacle, parce que c'est pas du tout le même univers, on n'a pas du tout le même public, et c'est une chance de pouvoir profiter un petit peu de son public, donc c'est très gentil de sa part. C'est qu'une question de timing, à un moment les planètes s'alignent, mais pour moi ce type, il va exploser, c'est sûr. Quand Jean-Phi parle de son enfance, parle de ses débuts de carrière, de ses envies, de comment il en est arrivé là et pourquoi il a voulu se diriger vers ce métier-là, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Et inversement, et on est beaucoup à être comme ça, de vouloir sortir du Nord mais ne jamais l'oublier. Devenu l'un des humoristes préférés des Français, Jean-Phi a un rêve. Revenir jouer dans son village de Beaufort. Sers du carrosse pour entrer dans la South Fork Ranch, propriété familiale. T'as 2 pages. Regarde. Ah ouais. Il y a même déjà qui causent de toi. Pour moi, c'est... Je pense... C'est inimaginable. Surtout en si peu de temps. J'y crois pas encore. J'ai du mal à m'y faire. Malgré tout, c'est une fierté. Plus émouvant encore qu'un zénith, c'est dans la salle des fêtes du village qu'il va venir donner une représentation exceptionnelle devant sa famille et les habitants de sa région. Ici, on se trouve dans la salle des fêtes de Beaufort, enfin, il dit centre socio-culturel, hein, mais pour c'est la salle des fêtes. Je suis revenu jouer sur mes terres, donc dans mon village natal, et on a joué dans cette salle. Voilà, donc il y avait une scène qui avait été installée derrière, avec tout le matériel qu'il fallait, hein, on a mis les moyens. La salle était pleine, il y avait tout le village et tous les alentours. Enfin, et je crois qu'il y a même des gens qui n'ont pas pu rentrer tellement il y avait de monde. Mais c'était juste symbolique. Moi, je venais jouer dans mon village pour faire plaisir à mes parents et puis au village, que c'était un peu leur rendre une partie de ce qui m'avait construit moi. Et c'était mon petit cadeau pour les gens. Vous êtes prêts les gens? On peut y aller Beaufort? On peut décoller? Vitesse de l'air, là d'où je viens, c'est bien. Alors si je peux dire que c'est bien. Parce que moi, je viens d'ici. Tu sais, à Beaufort, là où on faisait des courses de tracteurs, là où on faisait des concours à la bière, de temps en temps, on enterrait des enfants dans le jardin. Je remercie mes parents, ma mère sans qui le spectacle n'existerait pas. Je remercie Sandrine, ma belle-sœur, et toute ma famille. Ce spectacle est pour mon frère, voilà. Au nom de tous les Beaufortois, je vous dis notre immense plaisir et notre grande fierté de vous avoir parmi nous ce soir. Je suis très heureuse de vous faire Jean-Phi, citoyen d'honneur de la commune de Beaufort. Merci. Merci beaucoup. Merci. Des fleurs, ça fait pas trop tapette, non? Citoyen d'honneur. Ça claque, hein? Merci d'être venus si nombreux. Cette date, c'était juste pour faire plaisir. C'était tellement symbolique pour moi de venir jouer sur mes terres. Voilà, donc c'est chose faite et oh Dieu que je suis content. Merci. Loin des projecteurs et des paillettes, Jean-Phi ressent le besoin d'entrer dans les églises. Un moment de solitude, l'occasion de faire une prière ou de déposer une bougie. À chaque moment clé de sa vie, après un drame personnel ou avant un spectacle, il aime venir se recueillir ici, dans cette petite chapelle de Marwal. Ici, on est à la chapelle de Notre-Dame-des-Haies sur la route de Marwal. Marwal qui est bien connue dans le monde entier grâce à Danny Boone. C'est un peu la Sainte Rita locale, hein, je dirais, tu vois, si je dois vulgariser. Mais c'est pour un peu les causes désespérées, les maladies, les demandes, les reconnaissances et les événements heureux aussi.
Ma mère et ma grand-mère étaient polonaises et mon grand-père ukrainien. Donc j'ai ce sang qui coule en moi. J'ai toujours connu ma grand-mère avec une photo de la Vierge Noire à la maison. Donc la religion a toujours été présente autour de moi en fait. Hein. Mes parents ne sont pas forcément croyants plus que ça. Mon père pas du tout je crois. Mais moi j'étais en collège et lycée privé. Donc j'ai un rapport à l'église où j'y allais souvent en fait. Et très vite j'ai compris que de rentrer dans une église, même si t'es pas croyant, c'est quand même un endroit très calme et qui t'apaise. J'avais besoin de venir souvent ici, dans toutes les décisions importantes de ma vie, ou ce que mes parents ont subi, ou des malheurs qui nous arrivent, ou même des bonheurs. Hein. Mais il y a toujours un moment où tu viens faire le bilan ici, où tu te poses. Je suis un peu ésotérique, ouais, quand même. Hein. Et j'habite en face du Sacré-Cœur aujourd'hui. Hein. C'est pas pour rien. Hein. Avant de monter sur scène, je prie. Quand j'écris un truc, quand je dois faire un sketch et que j'ai la pression parce que je dois faire la performance, je fais une prière. Quand des trucs importants de ma vie, même dans la vie perso, pour la maladie, pour les parents, ouais, toujours une prière. Puis je parle à mes morts, j'appelle ça mes morts, mes anges. Je parle à mon frère, je parle tout le temps. Donc je suis sûr que je suis entendu. Elle a connu tous mes malheurs et toutes mes joies, ouais. Parce que j'ai jamais manqué de remercier quand il m'est arrivé quelque chose de bien ici. Merci beaucoup. Jean-Philippe, il a gardé son authenticité. Il a gardé son autodérision. Merci, merci, merci. Asseyez-vous, asseyez-vous, asseyez-vous. Il reste vraiment lui. Il n'a vraiment pas changé, je trouve. Pour moi, l'homme est resté toujours le même. C'est quelqu'un qui est très sensible, donc il fait attention à la sensibilité des autres. Donc il est très humain. Alors, maintenant, il faut rentrer chez vous, hein. Il a jamais pris la grosse tête, il est toujours hyper sincère, il parle sur scène comme il parle dans la vraie vie, donc voilà. Et j'ai même envie de dire, c'est complètement con en fait, parce que j'y suis pour rien, mais je suis fière de lui, de ce qu'il a accompli. Et je finirai par l'essentiel. Vous, toi, vous les gens. Parce que sans vous, rien de tout ça n'aurait existé. Je viens pour qu'ils voient qu'il y a du soutien et que les gens qui l'ont découvert en début, ils sont encore là. Merci. C'est une belle dernière, je crois. Hein. Merci, car on s'est vraiment beaucoup marré. Ce n'est que de très très bons souvenirs. Jean-Philippe, tu me manques dans les avions. Change rien. Continue, change rien. Jean-Philippe, je t'aime énormément et je suis très heureuse de tout le parcours que tu as pu faire et tu es rempli d'amour. Voilà, je t'aime, Jean-Philippe. Jean-Philippe, je t'aime et je te suivrai toujours. Jean-Philippe, je t'aime fort, 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 fort. Je te remercie. On a fait un beau bout de chemin ensemble et je serai toujours là pour toi si tu en as besoin. Je t'aime. On t'aime. Je t'aime comme un frère. Je vous aime, merci.